As-tu déjà pensé que le rêve américain se résumait à une petite maison avec une clôture blanche et un compte épargne rassurant? Si tu passes par Union Station à Washington ou que tu traverses le quartier du Tenderloin à San Francisco, tu découvriras une autre réalité. Là-bas, ce sont des tentes alignées sur les trottoirs, d'anciens employés qui, hier encore, touchaient une pension et qui dépendent aujourd'hui des banques alimentaires, et de plus en plus de pancartes où l'on peut lire « Prêt à travailler pour un repas ». Pendant ce temps, les derniers chiffres annoncent que, en seulement quelques mois, plus de 100 000 emplois se sont volatilisés. Des hommes et des femmes qui occupaient autrefois des bureaux lumineux se retrouvent désormais à fréquenter les refuges. Ce n'est pas un problème lointain, mais un avertissement pour quiconque a toujours cru qu'un emploi stable suffisait à se protéger. La question n'est plus « suis-je à l'abri ?», mais plutôt « quand viendra mon tour ?» Et pour comprendre que cette crise ne se résume pas à des statistiques froides, nous allons plonger ensemble dans les 10 plus grandes villes américaines confrontées à une vague de sans-abrisme provoquée par des licenciements massifs. Chacune de ces villes raconte un morceau de l'histoire, et mise bout à bout, elle dessine une image inquiétante, celle d'une Amérique qui entre dans un nouveau chapitre que beaucoup refusent encore de nommer. Tu es surpris ? Numéro 10, Los Angeles. Los Angeles, souvent surnommée la capitale des tentes. Officiellement, la ville a enregistré une baisse de 4% du nombre de sans-abri, ce qui représente tout de même environ 72 000 personnes. Sur le papier, ça ressemble à une bonne nouvelle. Mais si tu vis là-bas, tu sais que ces chiffres sont un peu comme les soldes à moins 50% affichés en vitrine. À l'intérieur, les prix restent exorbitants. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a mis en place le programme Inside SAF, qui consiste à déplacer les gens des campements de rue vers des motels ou des abris temporaires. Résultat, moins de tentes visibles, des rues un peu plus propres. Mais la vraie question, c'est, ont-ils vraiment un foyer ? Ou bien ne s'agit-il que d'un transfert, du trottoir vers une chambre d'hôtel payée avec l'argent des contribuables ? Imagine un couple à Van Nuys. Lui est livreur, elle caissière. Ensemble, ils gagnent environ 60 000 $ par an. Le loyer moyen pour un 2 pièces à Los Angeles ? Entre 2800 cents et 3 000 $ par mois. Presque la moitié de leur revenu part uniquement dans le logement. Un licenciement, une facture médicale imprévue, et en quelques mois, ce foyer peut rejoindre le club des 72 000. Voilà ce qui effraie les habitants. La frontière entre être logé et devenir sans-abri est désormais aussi mince qu'une facture d'électricité impayée. Et ce n'est plus seulement un récit lointain pour les plus âgés. Beaucoup de grands-parents voient leurs propres petits-enfants piégés dans ce cycle infernal fait de loyers exorbitants, de crédits et de pertes d'emploi. Quand on sait que l'économie vient de supprimer 100 000 postes, le danger est clair. L'employé souriant d'aujourd'hui peut devenir le résident d'un refuge dès demain. Le plus ironique, c'est que Los Angeles ose affirmer que la situation s'améliore. Mais peut-on vraiment parler d'amélioration quand on passe d'une tente sous l'autoroute à une chambre exiguë dans un motel, sans aucune perspective ? Ce n'est pas le rêve américain, c'est plutôt un parking américain. Occuper temporairement l'espace de quelqu'un d'autre, en attendant d'être déplacé à nouveau. Alors, cette baisse de 4% annoncée dans les médias ressemble moins à une victoire qu'à un pansement posé sur une plaie encore ouverte. Les travailleurs de Los Angeles l'ont bien compris. Il suffirait d'une nouvelle vague de licenciements ou d'une hausse de loyer pour que les statistiques positives s'effondrent aussitôt. Et si Los Angeles parvient encore à maquiller sa douleur derrière des chiffres en baisse, le tableau est encore plus brutal là-bas. Le nombre de sans-abri grimpe malgré l'immense système de refuge de la ville. Numéro 9, New York. La ville qui ne dort jamais connaît aujourd'hui une autre forme d'insomnie. Non pas à cause de ses nuits animées, mais parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de lits. Selon l'enquête Aube 2025, le nombre de sans-abri vivant dans la rue a bondi de 9%, soit l'équivalent de plus de 4 500 personnes. Cela peut sembler peu dans une métropole de 8 millions d'habitants, mais c'est comme si toute une petite ville du Midwest devait dormir sur les trottoirs de Manhattan. Ce qui est frappant, c'est que New York est pourtant considérée comme la championne des refuges. Elle dispose d'un des plus grands systèmes temporaires des États-Unis et même d'une loi qui garantit à quiconque le demande un toit pour la nuit. Sur le papier, c'est humanitaire. Dans les faits, le système craque de toutes parts, submergé par l'afflux de migrants, étranglé par des budgets épuisés et plombé par des loyers dépassant les 3 000 $ en moyenne. Pour se faire une idée, même un simple appartement d'une chambre dans le Queens absorbe la pension moyenne d'un retraité. Je connais un ancien employé d'entretien d'un immeuble de Midtown. Après 30 ans de service, il pensait être en sécurité dans son appartement payé. Mais les taxes foncières et les charges de copropriété ont explosé. Aujourd'hui, il envisage de vendre et de s'installer en Floride, où la vie coûte moins cher, même si là-bas la chaleur et les tempêtes posent d'autres problèmes. Pour les jeunes, la situation est encore plus fragile. Dans un pays où 100 000 emplois viennent de disparaître, un licenciement peut transformer du jour au lendemain un employé de bureau en habitué des refuges. Et d'après ceux qui y sont passés, ces lieux ressemblent davantage à une station de métro bondée en pleine nuit qu'un havre de paix,
bruyant, surpeuplé, sans intimité. La ville aime rappeler qu'elle est la capitale mondiale de la finance. Mais si tu descends Broadway après minuit, tu découvriras une autre Wall Street, des rangées de couvertures usées, des sacs plastiques transformés en oreillers, et tu réalises alors que, pour certains, le rêve américain n'est plus qu'une sieste forcée sur les marches d'un gratte-ciel. New York n'a jamais manqué de lumière. Mais plus les néons brillent, plus les ombres apparaissent. L'écart entre riches et pauvres, des loyers intenables, et un système d'hébergement saturé qui peine malgré ses milliards de budget. Alors si une ville comme New York lutte déjà à ce point, imagine ce qui attend la ville suivante, en plein désert brûlant, face à un paradoxe encore plus cruel. Numéro 8 Phoenix. Visualise la scène. Tu sors de chez toi un après-midi d'été à Phoenix, le thermomètre extérieur affiche presque 50 degrés Celsius. L'air est si brûlant que ton taco pourrait se réchauffer tout seul. Maintenant, pense à ceux qui doivent dormir dehors dans cette chaleur, sans toit ni climatisation. C'est la réalité de plus de 51% des sans-abri du comté de Maricopa, le taux le plus élevé de personnes vivant sans abri parmi les 10 plus grandes villes américaines. Autrefois, Phoenix était vu comme un petit paradis pour les retraités. Des centaines de milliers d'Américains venaient s'y installer depuis New York, Chicago ou Seattle, rêvant de soleil à l'année, de golf verdoyant et de maisons bon marché. Mais ce rêve doré s'est transformé en cauchemar brûlant. En quelques années, les loyers ont grimpé de plus de 30%, alors que les salaires restaient figés. Et comme la ville n'avait pas les moyens de construire assez de refuges, des campements ont fleuri partout, aussi vite que des cactus dans le désert. L'histoire de M et Madame Miller illustre bien cette chute. Ils vivaient confortablement dans l'Ohio avant de vendre leur maison et de venir profiter de leur retraite à Phoenix. Mais ensuite, le prix des loyers s'est envolé, les intérêts de leurs cartes de crédit sont devenus insoutenables, et surtout, leur fils touché par la vague nationale de 100 000 licenciements a perdu son emploi et ne pouvait plus les aider financièrement. Aujourd'hui, ses grands-parents envisagent de se tourner vers des amis, de peur qu'un simple problème de santé ne les projette eux-mêmes à la rue. Pour beaucoup d'autres retraités, Phoenix n'est plus un havre de paix, mais une roulette russe. Tu tournes la roue, et tu espères ne pas tomber sur la case sans abri. Ce qui était vendu comme une retraite douce et abordable est devenu un gigantesque four pour ceux qui ne peuvent même plus payer un petit logement. On entend parfois une blague amère dans la région. À Los Angeles, on craint de crouler sous les tentes à cause des loyers. À Phoenix, on craint de tomber d'épuisement avant d'atteindre un refuge. Mais en réalité, il n'y a rien de drôle. Chaque jour, les hospitalisations de sans-abri à cause de la chaleur augmentent, transformant la crise du logement en véritable question de survie. Et si Phoenix est comparé à un immense four, la suivante n'est pas en reste. Là-bas, c'est devenu un laboratoire de paradoxes où la ruée vers l'or cohabite avec des rangées de tentes, et où les géants de la tech, jadis créateurs d'emplois, contribuent malgré eux à envoyer de plus en plus de gens dans la rue. Numéro 7 San Francisco. San Francisco. Le simple nom évoque la ville dorée où un tour de table en start-up peut transformer un entrepreneur en millionnaire du jour au lendemain. Mais promène-toi à l'aube dans le Tenderloin ou dans South of Market. Les rues pavées et flambant neuves sont bordées de tentes coincées entre des gratte-ciel valant plusieurs millions de dollars. C'est une ironie frappante. Le sol vaut de l'or, mais les habitants survivent dans des abris de fortune en toile argentée. Selon les dernières statistiques PIT, San Francisco compte encore des dizaines de milliers de sans-abri. Et ces chiffres sont d'autant plus troublants que la ville ne cesse de démanteler les campements et d'interdire le stationnement de nuit aux camping-cars. Officiellement, le nombre de tentes diminue, mais en réalité, elles sont juste déplacées d'une rue à l'autre. Les habitants aiment ironiser. Ici, louer une simple place de stationnement pour camping-car coûte plus cher qu'une maison entière au Midwest. Une phrase à moitié humoristique, mais qui traduit une vérité glaçante. Les raisons sont connues. San Francisco affiche le coût de la vie le plus élevé du pays. Le loyer d'un petit appartement d'une chambre dépasse souvent 3 500 $ par mois. Et la Silicon Valley, autrefois une machine à embaucher, se met désormais à tailler dans ses effectifs. Les licenciements massifs de 2022 pèsent encore, et la récente vague nationale de perte d'emploi, 100 000 postes disparus, a encore affaibli la classe moyenne. Imagine un ingénieur en informatique de niveau intermédiaire. Il y a 3 ans, il gagnait 120 000 $ par an. Un beau salaire en apparence. Mais une fois les impôts payés, avec près de 4 000 $ de loyer chaque mois, la nourriture et les frais médicaux, il ne lui restait pas grand-chose. Quand son entreprise a remplacé une partie des tâches par l'intelligence artificielle, il a perdu son emploi. Quelques mois plus tard, obligé de vendre son ancienne Tesla, il vivait dedans. Voilà la Silicon Valley. L'IA rédige ton code, et toi, tu dors sur le siège de ta propre voiture. Pour beaucoup, surtout parmi les plus âgés, l'histoire de San Francisco est un signal d'alarme. Car si même ceux qui touchent 6 chiffres par an se retrouvent broyés, qui peut vraiment se dire à l'abri? Le rêve américain ressemble de plus en plus à une application en version bêta, séduisante dans sa présentation, mais remplie de bugs une fois testée.
Quittons la Californie pour un moment. Direction le Midwest, elle aussi, fait face à un mot-clé qui glace le sang, les pertes d'emploi. Numéro 6, Chicago. Chicago est encore affectueusement surnommée la Windy City, la ville des vents. Mais ce qui souffle le plus fort aujourd'hui, ce ne sont pas les bourrasques glacées venues du lac Michigan, c'est plutôt la tempête du chômage. En seulement un an, la région métropolitaine a perdu des dizaines de milliers d'emplois dans l'industrie, un chiffre qui glace le sang de nombreuses familles ouvrières du Midwest. N'oublions pas que l'industrie a longtemps été l'âme de Chicago. Les aciéries, les ateliers mécaniques, les chaînes de montage automobile ont porté des générations entières. Pourtant, si vous traversez aujourd'hui certaines zones industrielles, au lieu du fracas assourdissant des machines, vous n'entendrez plus que le bruit sec des portes d'usines qui se referment pour de bon. Et tandis que les journaux s'inquiètent de l'intelligence artificielle qui remplacerait bientôt les cols blancs, la réalité est que les robots et l'automatisation ont déjà balayé une grande partie des emplois manuels. Comme si cela ne suffisait pas, au moment où les chaînes d'approvisionnement commençaient tout juste à se remettre du choc post-Covid, les taxes et la flambée des coûts de l'énergie ont encore serré les taux. Résultat, beaucoup d'entreprises réduisent leur production. Les ouvriers d'âge mûr, qui croyaient leur savoir-faire à l'abri, se retrouvent désormais à faire la queue au bureau du chômage. Et lorsqu'ils perdent leur emploi, ce n'est pas seulement le salaire qui s'évapore, l'assurance santé, liée à l'entreprise, disparaît aussi. Une seule facture médicale imprévue peut alors faire plonger toute une famille dans la dette. Prenons l'exemple d'un foyer en banlieue de Joliet. Le père, 52 ans, travaillait sur une ligne d'assemblage. La mère, employée à temps partiel chez Walmart. 2 enfants en études supérieures. Quand l'usine a réduit ses effectifs, toute la famille a dû survivre grâce à des allocations chômage dérisoires. Les frais de scolarité, les dépenses médicales, le prix de l'essence, tout s'est accumulé sur des épaules déjà lourdes de responsabilité. Celui qui, autrefois, portait fièrement sa famille grâce à son travail manuel soupire aujourd'hui devant les relevés de dettes bancaires. Dans une ville réputée pour sa pizza profonde et généreuse, l'ironie cruelle est que les portefeuilles de ses habitants s'amincissent chaque jour davantage. Les Chicagoans gardent encore un peu d'humour pour tenir le coup, mais tout le monde voit bien que cette tempête n'est pas passagère. C'est un signal d'alarme. Les 100 000 emplois perdus à travers le pays ne sont peut-être qu'un avant-goût, et le Midwest, cœur industriel de l'Amérique, encaisse de plein fouet la secousse. Pendant que Chicago vacille sous la vague du chômage, une autre réalité s'impose. Cette ville, riche en énergie mais pauvre en logement, raconte une histoire très différente. Numéro 5, Houston. Houston, c'est un nom associé au pétrole, à l'énergie, et même aux voyages spatiaux. On continue de la surnommer la capitale mondiale de l'énergie. Pourtant, ironie du sort, ce qui manque cruellement ici, ce n'est pas le pétrole mais bien des toits pour loger tout le monde. En moins de 10 ans, la population a explosé, accueillant plusieurs centaines de milliers de nouveaux habitants. Entre l'afflux de migrants venus d'Amérique latine et les travailleurs d'autres États attirés par l'emploi, la demande en logement a bondi. Mais l'offre abordable, elle, n'a pas suivi. Résultat, les loyers flambent. Dans certains quartiers, ils ont grimpé de plus de 25% en seulement quelques années. Aujourd'hui, un simple appartement de 2 chambres en centre-ville dépasse les $2000 par mois. Certes, c'est moins cher qu'à New York ou San Francisco, mais rapporté au salaire moyen local, la charge est énorme. Plus inquiétant encore, si le pétrole et le gaz continuent de rapporter gros, les investissements dans l'énergie verte, eux, s'effondrent. Avec eux disparaissent des milliers d'emplois. Beaucoup de travailleurs qui avaient misé sur les promesses d'une carrière stable dans le secteur des énergies propres se retrouvent à leur tour à faire la file pour toucher des indemnités. Alors que plus de 100 000 emplois se sont volatilisés à l'échelle nationale en quelques mois, la peur du lendemain serre le cœur de chaque famille à Houston. L'histoire de cette mère célibataire en est la preuve éclatante. Elle travaillait dans la maintenance de pipeline et gagnait assez pour élever ses 2 enfants et payer un logement en banlieue. Mais après les licenciements du début d'année, elle a tout perdu. Les allocations arrivent au compte-gouttes, mais le loyer, lui, n'attend pas. 3 mois de retard, et un avis d'expulsion tombe. La famille n'a eu d'autre choix que de s'entasser dans un vieux SUV stationné sur un parking de Walmart. « J'ai travaillé 12 ans, dit-elle. Jamais je n'aurais cru finir mes nuits dans une voiture avec mes enfants. » Même la classe moyenne de Houston n'est pas épargnée. La hausse vertigineuse des impôts fonciers pousse de plus en plus de familles à réduire leur train de vie, voire à quitter la ville. Le paradoxe est saisissant. Houston alimente la moitié de la planète en énergie, mais n'arrive pas à garantir un simple toit à ses propres habitants. Comme disent les Américains, Houston, nous avons un problème. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une fusée, mais d'un toit au-dessus de la tête. Quittons le Texas et remontons vers le nord-ouest, là où la pluie tombe sans cesse et où la ville affronte une autre crise. Non seulement celle du sans-abrisme, mais aussi celle des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Numéro 4, Seattle.
Seattle, c'est le fief d'Amazon, de Microsoft, de Starbucks. Ici, des milliards circulent en quelques clics. Mais au pied de ces tours de verre scintillantes, des milliers de personnes plantent leurs tentes pour se protéger de la pluie. Ce qui choque encore plus, c'est la manière dont la ville mesure le problème. Le recensement des sans-abri n'a lieu qu'une fois tous les 2 ans. Imaginez un médecin qui ne prendrait votre tension artérielle que les années paires. Si vous vous évanouissez entre-temps, cela n'entre pas dans les statistiques. On appelle ça le PIT Count, effectué en janvier des années paires. Forcément, avec un tel système de comptage en une seule nuit, les chiffres officiels accusent toujours un retard. Les habitants voient les campements s'étendre chaque semaine, mais les rapports parlent de stabilité. Une stabilité trompeuse, un peu comme si l'on annonçait que le Titanic n'a pas encore totalement coulé, il est seulement à moitié submergé. Seattle fait déjà partie des villes les plus chères du pays à cause des salaires mirobolants du secteur technologique. Un simple appartement d'une chambre au centre coûte facilement entre 2400 cents et 2800 dollars par mois. Pendant ce temps, les familles ordinaires, vendeurs, chauffeurs, manutentionnaires doivent batailler pour chaque dollar. Un licenciement, une dette de carte de crédit, et tout bascule. Prenez ce père de famille, ancien employé d'un entrepôt Amazon, remercié lors de la vague nationale des 100 000 licenciements. Il a perdu son emploi, son assurance, et n'avait plus de quoi payer son loyer à Bellevue. En quelques semaines, sa famille s'est retrouvée à devoir vivre dans leur minivan. Mais comme le prochain recensement n'a pas encore eu lieu, sur le papier, il est toujours considéré comme logé. Voilà comment les statistiques masquent une réalité bien plus sombre. On existe bel et bien dans la vraie vie, mais pas dans les statistiques. C'est exactement ce qui mine la confiance envers les chiffres officiels à Seattle. Les habitants en rient jaune, en disant que la ville compte les sans-abri comme on compte les arcs-en-ciel, seulement quand le temps est au beau fixe. Et quand les données ne correspondent plus à la réalité, les politiques deviennent une chasse aux fantômes. Comment prétendre résoudre un problème que l'on n'a même pas le courage de regarder en face? Seattle a ses pluies, ses arcs-en-ciel et ses géants de la tech. Mais pour ceux qui dorment sous un pont, tout cela n'est qu'un décor lointain. Leur besoin est simple, un toit, pas une case cochée dans un rapport biennal. Si Seattle se perd déjà dans ce vide statistique, le prochain de cette liste met en lumière une contradiction encore plus brutale. La capitale politique du pays, là où se prennent les décisions les plus importantes, abrite aussi des milliers de tentes alignées à 2 pas du Capitole. Numéro 3, Washington DC. Il suffit de marcher quelques minutes depuis Capitol Hill jusqu'à Union Station pour voir cette caricature vivante. D'un côté, des élus en costume hors de prix débattent de budgets colossaux. De l'autre, des rangées de bâches, de sacs de couchage et de visages marqués par la faim et le froid. Parmi eux, une proportion frappante d'anciens militaires, ces vétérans qui ont autrefois porté l'uniforme pour défendre la nation. Aujourd'hui, ils doivent protéger leurs maigres affaires sur un trottoir. Le logement dans la capitale explose, tandis que les fonds se dirigent vers la sécurité et l'apparat politique. Résultat, même un ancien fonctionnaire retraité, avec une pension modeste, se demande s'il ne finira pas lui aussi parmi ses tentes s'il ne peut payer ses factures d'hiver. Imaginez une soirée glaciale à Union Station. D'un côté, des voyageurs pressés retrouvent la chaleur de leur maison, valise à la main. De l'autre, une file de sans-abri attend patiemment un bol de soupe servi par une association caritative. Et au loin, les lumières du Capitole brillent encore, pendant que les parlementaires discutent du budget de la défense. Une scène à la fois réelle et terriblement absurde. Beaucoup d'Américains plus âgés y voient leur propre reflet. Ils savent qu'il suffit d'un licenciement parmi les 100 000 suppressions d'emplois récentes, et de quelques factures médicales pour basculer. La frontière entre un foyer et la rue est devenue aussi fine qu'une feuille de papier. Et les chiffres ne rassurent pas. Rien qu'en août, 86 000 emplois ont été supprimés, du jamais vu depuis la pandémie de 2020. En quelques mois, le total a atteint 100 000. Un nombre qui paraît abstrait sur un rapport, mais qui se traduit par des familles entières fragilisées, des loyers impayés et des vies chamboulées. Numéro 2, Miami. Miami est souvent associé au glamour, aux plages et au soleil éternel. Mais derrière cette façade touristique se cache une réalité beaucoup plus dure pour ses habitants. Les loyers ont explosé ces dernières années, propulsés par l'afflux de riches retraités, d'investisseurs étrangers et de touristes. Une petite famille avec un revenu moyen peut se retrouver à consacrer plus de la moitié de son salaire pour se loger. Le secteur du tourisme, autrefois garant d'emplois stables, devient lui aussi incertain. Les emplois dans l'hôtellerie et la restauration, souvent saisonniers et peu rémunérés, ne suffisent plus à couvrir les dépenses courantes. Ainsi, même des travailleurs actifs, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, peuvent se retrouver à faire la queue dans des banques alimentaires ou à chercher un logement temporaire. Ironiquement, Miami brille au niveau international pour ses yachts et ses condos de luxe, mais une partie importante de sa population lutte pour un toit, un repas chaud ou la sécurité pour ses enfants.
Le contraste est saisissant. Des buildings qui touchent le ciel d'un côté, des campements précaires et des voitures transformées en abris de fortune de l'autre. Numéro 1, Las Vegas. Las Vegas, la ville du divertissement et des lumières éclatantes, est elle aussi frappée par la crise. Ici, le tourisme et les casinos constituent le moteur économique principal. Mais cette dépendance à un secteur fortement cyclique rend la ville vulnérable. Une baisse du tourisme, une fermeture d'hôtels ou un licenciement massif dans l'hôtellerie peut immédiatement mettre des familles dans l'impasse. Le coût de la vie, bien que moins élevé que dans certaines grandes villes comme New York ou San Francisco, reste difficile à assumer avec un salaire moyen dans le secteur des services. De plus, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté, rendant l'accès à un logement sur de plus en plus difficile. Résultat, des familles se retrouvent temporairement dans des véhicules ou sous des tentes, en plein cœur du désert urbain, tandis que la ville continue de briller de mille feux pour les touristes. Las Vegas illustre un paradoxe cruel. Une ville qui promet chance et fortune à ses visiteurs, mais qui peine à protéger ses propres habitants. Les files d'attente aux soupes populaires et les campements temporaires sont devenus une réalité quotidienne pour beaucoup, rappelant que le rêve américain peut rapidement se transformer en roulette russe sociale. Alors, qu'en pensez-vous ? L'Amérique avance-t-elle vraiment vers une solution à la crise du logement et de l'emploi ? Ou se contente-t-elle de colmater les chiffres pendant que la plaie s'aggrave ? Partagez vos avis ou vos témoignages dans les commentaires. Votre vécu pourrait aider d'autres à mieux comprendre et à trouver un peu d'empathie. Et si cette vidéo vous a semblé utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à proposer des analyses claires, accessibles et humaines sur l'économie et la société américaine. Les réflexions présentées ici reposent sur des données publiques, des rapports et des avis d'experts. Elles ne remplacent pas les conseils financiers, juridiques ou personnels. Pour toute décision importante, appuyez-vous aussi sur des sources fiables et sur des professionnels compétents. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.